Désinflation US, l'espoir renaît. Stagflation, le mot interdit. Chers amis, point complet sur le marché action et le marché obligataire. Alors je suis ravi de vous retrouver dans la nouvelle édition du Top Gun. Chers amis, la semaine dernière a vu la mise à jour de l'inflation US selon la mesure du CPI, l'IPC en français, l'indice des prix, alors certes secondaire pour la Fed, mais tout de même qui indique bien la tendance générale des prix. Et bonne nouvelle, la désinflation sous-jacente a repris aux États-Unis. Alors attention, il y a un certain nombre de bémols, je vais illustrer cela plus en détail dans le début de la présentation. Qu'est-ce que nous allons faire? Je reviens donc sur ces chiffres de l'inflation US, alors qui semblent indiquer un réengagement de ce qui s'était mis en pause. Qu'est-ce qui s'est mis en pause? C'est la désinflation US, la baisse, la pente baissière des taux d'inflation qui s'était mis en phase de transition latérale entre janvier et mars et qui donc, après 3 mois de stress relatif, une seconde vague d'inflation par exemple, eh bien les courbes reprennent leur pente baissière et plus intéressant, les composantes essentielles, celles qui sont les plus suivies, notamment la composante immobilière, la composante des services, mais aussi le prix des nouvelles voitures, des nouveaux véhicules pour l'inflation industrielle. Et derrière, l'inflation des assurances automobiles qui, elles, s'enflamment. Ça fait partie de l'inflation des services. Nous savons qu'il y a un décalage de 6 à 12 mois entre l'inflation des nouveaux véhicules et l'inflation des assurances. Donc, quelques bonnes nouvelles. En tout cas, l'espoir renaît et la probabilité que la Réserve fédérale des États-Unis pivote en septembre, alors, a augmenté. Celle qu'elle pivote en juillet a un peu augmenté, mais le marché part sur septembre. Au final, nouveau record historique des actions mondiales. Je vais vous présenter dans cette vidéo un super ETF. Vous savez, il y a tout avec les ETF, on peut tout suivre. Non seulement avec les ETF, on peut investir dans tout, et puis surtout, on peut suivre, on peut tout analyser. Et vous avez l'ETF des actions mondiales. Breakout haussier, nouveau record historique. Le S&P 500 semble donc valider l'analyse fractale que je vous propose dans les colonnes du Top Gun depuis des mois, voire peut-être des années maintenant, à savoir une sous-vague 4 dans le cadre d'une grande 3. Qu'en est-il? Je vous en fais bien sûr le suivi. Et le marché obligataire, ce satané marché obligataire, enfin en rebond depuis le début du mois de mai, prenant à contre-courant l'adage « Sell in May and go away », mais que j'ai détricoté avec vous dans l'édition du Top Gun d'il y a 2 semaines, que vous pouvez revoir sur la chaîne dans la playlist Top Gun. Et donc, peut-être aussi un point bas sur les bonds, enfin, qui ont quand même s'est étendu, qui ont quand même retracé entre 61,8 et 78,6% de toute leur hausse entre septembre 2023 et décembre 2023. Moi, j'ai toujours défendu le fait qu'il s'agisse d'un retracement à mettre à profit pour re-rentrer et pour viser de nouveaux records, en tout cas le dépassement des sommets de décembre 2023 en décembre 2024. Est-ce que j'aurais raison? Écoutez, la clé, vous savez, en analyse macroéconomique, comment est-ce qu'on valide une tendance? On ne valide pas une tendance sur un chiffre. En analyse macroéconomique, on commence à avoir confiance si vous avez au moins une série de 2 chiffres macro qui se confirment. En clair, là, vous avez donc en avril un réengagement de la tendance désinflationniste aux États-Unis. Maintenant, prochaine étape, l'indice PCE, qui est l'indice d'inflation le plus suivi par la Fed et qui sera mis à jour fin mai pour avril, et surtout les chiffres de l'inflation de mai. Si les chiffres de l'inflation de mai confirment que nous sommes repartis en désinflation, et en particulier celle de l'immobilier, des nouveaux véhicules et des services, les services, attention, c'est chaud, j'y viens dans un instant, eh bien, nous aurons un été radieux, en particulier sur les bonds, enfin, sur ce marché obligataire. Désinflation US, l'espoir renaît, la stagflation est le mot interdit, la stagflation est le mot interdit, il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux, il faut se satisfaire du nécessaire, et oui les amis, il en faut très peu pour être heureux, en tout cas pour les marchés, oui parce que, ok certes, les courbes d'inflation reprennent un degré qui va dans le sens de la tendance baissière, mais la cible de la Banque centrale n'est pas loin, et est encore éloignée, mais rappelez-vous une chose, les banques centrales ne vont pas pivoter lorsque l'inflation sera à 2.
elles vont pivoter lorsqu'elles auront confiance en la tendance, avec une certitude que cette tendance se poursuivra jusqu'à 2. D'ailleurs, la Réserve fédérale l'a toujours dit. Lorsqu'elle prend l'inflation sous-jacente, qu'il s'agisse du PCE sous-jacent ou du CPI sous-jacent, si vous prenez le PCE sous-jacent, pour elle, la confiance, c'est lorsqu'on basculera sous 2,5. Mais je pense que la vraie confiance, c'est lorsque vous aurez une repentification à la baisse de l'inflation des services. Donc c'est ce qu'on va regarder, les amis. Le plan s'affiche sous vos yeux. On parle d'inflation en détail. Attention à la macro US. Alors oui, je disais tout à l'heure le mot interdit de la stagflation. Oui, parce qu'en parallèle de cette reprise de la désinflation, vous avez eu des stats macro US pas top. Alors, pas de récession, mais attention, la politique monétaire restrictive est en train de faire ralentir l'économie US. Taux de croissance des ventes au détail le mois dernier, 0. Les nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage, petite micro-alerte orange. Rappelez-vous aussi la hausse récente du taux de chômage à 3,9% de la population active, selon le rapport NFP. Donc, attention, parce que alors, si l'économie américaine ralentit, c'est bien, ça relance la désinflation. Mais si cette désinflation ne nous ramène pas à 2%, c'est la stagflation. Et ça, c'est pas bon. Donc voilà, la Fed est sur une ligne de crête, elle est là comme ça, un pied après l'autre, chaque jour un pied après l'autre, l'un devant comme ça, en essayant de ne pas tomber et de faire le bon choix. Ça. Politique monétaire de la Fed fait tout. Je vais aussi vous parler des mêmes stocks et des mêmes coins sur le marché des crypto-monnaies. C'est le même combat. Voilà les 4 parties. Alors, désinflation US, l'espoir renaît. Stagflation, le mot interdit. À contre-courant de l'adage Sell in May and go away, le marché action et le marché obligataire ont réengagé leur tendance haussière depuis la session boursière du mercredi 1er mai. Ça, nous l'avons vu ensemble dans le Top Gun, avec donc depuis fin avril, début mai, un rebond de l'indice S&P 500 et surtout donc depuis le début du mois de mai, la reprise de la tendance baissière des taux d'intérêt du marché. Quand je dis reprise, c'est que vous aviez eu une première jambe de baisse ici entre septembre 2023 et décembre 2023, un rebond qui a fait mal. N'oubliez pas, il y a une corrélation inversée entre les taux d'intérêt du marché et le prix des obligations. Et donc là, vous avez un rebond du prix des obligations et une reprise de la baisse des taux d'intérêt du marché. Vous allez voir que techniquement parlant, le marché commence à proposer des choses intéressantes. Ça, j'y viens lorsque je vais faire l'analyse technique du marché obligataire. Alors, le marché action reste soutenu par les résultats trimestriels des entreprises, les perspectives de bénéfices sont favorables, le rebond sur support des poids lourds de la tech US, GAFAM, voire notamment le superbe rebond de l'action Apple. Ça, je vous le montre parce que je vous en avais parlé en vous donnant cette opportunité d'achat sur le marché action. Alors déjà, donc, vous avez une reprise de la tendance haussière du contrat futur S&P 500. Je vais en faire l'analyse technique. En grande partie, si vous voulez, au-delà de la désinflation, ce que regarde le marché, ce sont les résultats des entreprises et les perspectives de bénéfices. Et je voulais notamment vous remontrer, c'était vraiment magnifique, hein, le rebond Apple. Là, vous avez une structure en flat, hein, A, B, C, un 3-3-5 hyper classique. Ça, c'est une pattern de continuation haussière sur Apple. Hein. Donc, une 1, une 2, ça va clairement Apple va aller au moins chercher ce niveau et je pense que derrière, il y aura un breakout. Mais beaucoup de stars de la tech, après avoir fait des pullbacks réussis, ont relancé le marché. Et en grande partie, cela s'appuie sur des perspectives de bénéfices qui sont encore complètement perchées. Ici, à quoi cela est dû? Il y a plusieurs éléments. Vous avez ici les perspectives de profit des actions du S&P 500. C'est en grande partie... Cela s'appuie en grande partie sur les stars de la tech. Et regardez, pour 2024 et pour 2025, les perspectives de bénéfices en forte hausse. Et cela s'appuie, alors en grande partie bien sûr sur les bénéfices, les perspectives de bénéfices liées à l'intelligence artificielle, mais aussi, vous me direz ce que vous en pensez, eh bien, sur la conviction qu'a le marché qu'il y aura un environnement des taux d'intérêt beaucoup plus souple, ou en tout cas au moins neutre. Qu'est-ce que c'est un taux d'intérêt neutre? Il est acquis, en politique monétaire, le taux d'intérêt neutre, c'est 2,5. Là, on est à 5,5. Le marché, il a cet espoir
que courant 2024, courant 2025, eh bien l'économie puisse bénéficier de taux d'intérêt neutres vers 2,5-3, suffisamment élevés pour ne pas relancer l'inflation et suffisamment bas pour ne pas casser la croissance économique par des coûts de financement qui seraient trop élevés lorsque la majorité des crédits d'entreprise arrivent à maturité, et vous le savez, c'est en grande partie sur 2025. Voilà sur quoi s'appuie le marché pour justifier cette croissance des bénéfices. Il y a bien sûr la croissance économique mondiale, l'Inde, la Chine, etc. Ok, très bien, il y a beaucoup de facteurs, mais il y a beaucoup d'optimisme. Et donc, je vous montre ça parce que ce rebond ici, et le fait que le S&P 500 soit revenu en haut, alors il teste ses plus hauts, l'analyse technique, j'en parle tout à l'heure, mais ce n'est pas uniquement que la désinflation. Mais effectivement, il y a eu la semaine dernière une bonne nouvelle. La semaine dernière a d'abord vu une étonnante et forte révision en baisse des prix sortis d'usine. Vous savez, c'est ce qu'on appelle le PPI. Ça, franchement, ça c'est quelque chose, moi, qui quand même me fait soulever un problème de méthodologie. Bon, le PPI, la semaine dernière, a été mis à jour, et pour les chiffres d'avril, ça explose les attentes. Mais le marché ne s'est pas stressé, parce qu'il y a eu une révision à la baisse des chiffres de mars, qui sont passés en rythme mensuel de plus 0,3 à moins 0,1. Imaginez, en mars, tout le monde se stressait parce qu'il y avait plus 0,3 de hausse du PPI, et en fait, on nous dit le mois d'avant, c'était pas plus 0,3, c'était moins 0,1. Bon, donc on voit quand même que ces chiffres de l'inflation, en fait, lorsqu'on donne la première lecture, c'est plus ou moins une estimation parce que toutes les données réelles ne sont pas remontées. Et lorsqu'on les révise, c'est pas très sérieux. Bon, en tout cas, finalement, cette révision en baisse apportait déjà un peu de lueur d'espoir, mais c'est vraiment la mise à jour du CPI qui a, eh bien, relancé la machine. Doit-on vraiment s'extasier devant la déesse inflation US? Ou doit-on vraiment faire des offrandes et vénérer la déesse désinflation US? Moi, je dis prudence, prudence. Déjà, première chose, n'oubliez pas, en macroéconomie, un chiffre c'est bien, mais une série c'est à partir de 2. Donc, nous verrons bien déjà en mai si ça confirme cette reprise de la désinflation. Maintenant, lorsqu'on regarde en détail les composantes, c'est ce que nous allons faire maintenant, il y a de quoi être content, il y a de quoi y croire, et de quoi un peu plus douter. Alors, tout d'abord, je vous montre ici, effectivement, les mesures du CPI. Donc, je vous rappelle que le CPI n'est pas l'indice d'inflation favori de la Fed, c'est le PCE. Mais il y a, naturellement, une corrélation en termes de tendance entre le CPI et le PCE. Voilà sur quoi, voilà, cette petite languette à la baisse. Regardez, cette petite barre qui baisse là, ça, c'est génial. Le marché ne l'espérait plus. Le marché stressait car, voilà, même la Fed disait, l'inflation ne fait plus de progrès. Faire des progrès, c'était cette pente baissière. Et là, oh, incroyable, 3,8 à 3,6. Il en faut peu pour être heureux. C'est ce que je vous disais en introduction. Et donc, oui, voilà, le marché est content. Alors, en détail, plusieurs choses. Commençons par le positif. Le positif, c'est d'abord les nouveaux véhicules. Le prix des nouvelles voitures. C'est un benchmark très important pour l'inflation industrielle. Et notez que le prix des nouveaux véhicules en taux d'inflation annuel passe à moins 0,4. Il y a un souci dans l'inflation des services qui est le prix des assurances automobiles. Il y a une étude très sérieuse qui a été faite qui nous explique qu'il faut environ 12 mois pour que le taux d'inflation des assurances automobiles vienne se corréler au taux d'inflation du prix des nouveaux véhicules. En clair, vous savez qu'actuellement, le taux d'inflation des assurances automobiles, c'est 15%. Et donc là, lorsqu'on voit maintenant le taux d'inflation des nouveaux véhicules qui passe en négatif, on se dit qu'à horizon 6-12 mois, eh bien, l'envolée du prix des assurances va peut-être se calmer. Ça, c'est donc un premier point positif. Le deuxième point positif, et ça, je vous en avais beaucoup parlé, et ce n'est pas une surprise pour nous ici, la reprise de la désinflation immobilière. Mais je vous ai déjà expliqué, et je rabâche 1000 fois dans le Top Gun, que ici vous avez l'inflation immobilière officielle, et là vous avez l'inflation immobilière en temps réel, qui est en plus un indice temps réel du prix des loyers du ministère américain du Travail, le BLS, et il faut toujours 6 mois pour que les données temps réel remontent dans l'indice officiel. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons donc une reprise de la désinflation immobilière et que nous savons que tout au long de l'été, nous allons avoir davantage de baisse grâce à ça. Et ce qui est important de noter, c'est que Shelter, c'est 35% du calcul du CPI. Donc là aussi, c'est pas mal. Alors, doit-on quand même douter? Oui, le doute est important. Il faut
toujours douter. Déjà, c'est un principe de base. C'est un principe philosophique. Maintenant, il ne faut pas non plus douter de tout, parce que sinon on ne met plus un pied devant l'autre et on ne fait plus rien de sa vie. Mais quand même, factuellement, nous sommes en Occident des économies de services. Ça dépend des pays. 80, 70%, ça dépend des économies. Mais en gros, 75%. Donc, l'inflation des services, c'est quelque chose qui est moins saisissable que l'inflation industrielle, par exemple. Le problème de l'inflation des services, c'est en grande partie le choix des entreprises des services, qui veulent préserver leurs marges ou qui se sont habitués à faire des marges de malades post-Covid et elles ne veulent pas lâcher l'affaire. On ne va pas les forcer, on ne va pas faire une loi. On ne va pas faire une loi en leur interdisant de monter les prix. Bon, peut-être un jour ça se terminera comme ça, je ne sais pas. L'inflation des services, c'est pas, elle n'a pas non plus un poids énorme dans le calcul des indices d'inflation. C'est, je crois, autour des 15-20%. Mais la chose, c'est que cette inflation des services, elle représente ce qu'on appelle l'inflation sous-jacente. Et elle est beaucoup trop haute. Je vous montre où nous en sommes. Inflation des services. Certes, il y a eu une toute petite reprise de la baisse la semaine dernière, mais on est quand même encore à 5,3. Alors, il ne faut pas revenir à 2. Notez historiquement, une inflation des services habituelle, c'est entre 2,5 et 3. Mais là, le marché est encore à 5,3. Et si vous prenez, et ça c'est intéressant, si vous prenez ce qu'on appelle le super core PCI. Donc, vous avez compris que le core PCI est tombé à 3,8. Si vous prenez le super core PCI, c'est-à-dire celui qui exclut l'immobilier, eh bien, il est flat à 2,6. Or, la Fed, elle veut revenir dans le monde d'avant. Et le monde d'avant, c'est un super core CPI entre 1 et 2. Donc, il y a quand même encore besoin de quelque chose qui est la reprise de la désinflation des services. Et là où c'est un peu inquiétant, et je vous disais en introduction que la stagflation était le mot interdit, c'est que les indicateurs avancés des services, notamment le PMI des services de l'ISM, commencent à tomber en zone d'alerte, mais ce n'est pas encore le cas du prix. Et donc, si l'activité des services ralentit, mais pas les prix, c'est la stagflation. Et ça, c'est le mot interdit. C'est le cauchemar pour, en particulier, le marché action. Pour le marché obligataire, ça se débat. Et donc maintenant, eh bien, nous allons passer justement à la partie technique sur le marché action, sur le marché obligataire, puisqu'il y a beaucoup de choses à voir. Et donc c'est parti. Marché obligataire, le point bas est probablement fait. Alors, je m'avance peut-être un peu. J'ai d'ailleurs mis un probablement. Alors, le marché obligataire, écoutez, on va prendre le benchmark, le 10 ans américain. Moi, je vous ai expliqué. Vous connaissez mon scénario de fond. Mon scénario de fond, qui s'appuie d'ailleurs sur un cycle fractal complet, c'est que nous aurions fait donc les 5 temps de hausse entre 2021 et 2023. Nous serions désormais dans une correction standard ici, suivant un zigzag en ABC. Effectivement, nous avons quelque chose de classique. J'ai eu un peu peur car une vague B retrace rarement plus de 61,8, 78,6. Nous nous sommes arrêtés dans l'intervalle. J'ai donc encore envie d'y croire. En analyse technique, ce qui compte, c'est la combinaison des facteurs techniques. On associe plusieurs outils de l'analyse technique. Et donc, je vais y associer le système Ichimoku, et je vous ai montré à plusieurs reprises que les croisements du nuage donnaient le point de départ de vraies tendances. Ici, vous avez la tendance haussière, on croise à la baisse, tendance baissière, le Covid, on ressort par le haut, tendance haussière, tout au long, le marché, le support a fait tendance, a fait support. Et donc là, regardez, avec les chiffres de la semaine dernière, nous sommes en train de pénétrer le nuage, ce que nous n'avons jamais fait depuis, ou très peu. Donc, le vrai signal en Ichimoku, ce serait casser les 4,15. Ça, c'est en chartisme, en Ichimoku. Donc, c'est intéressant de voir ici le taux US rentrer dans le nuage, mais c'est vraiment la zone des 4,10, 4,30 qu'il faudrait briser pour y croire et pour vraiment valider mon scénario. Donc je reste prudent. En données journalières, effectivement, et bien avant les chiffres de l'inflation, cette fois-ci, je ne fais pas référence à l'Ichimoku, mais à l'analyse du momentum. Le momentum étant représenté ici en noir par l'indicateur technique RSI, qui est mon indicateur favori. Eh bien, nous avions eu une superbe divergence baissière, et ça, je vous l'ai montré au début du mois de mai, qui faisait écho à celle que nous avions eue en octobre. Et effectivement, elle a produit ses effets. Maintenant, encore une fois, il faut vraiment casser. Allez, alors, là, c'est intéressant. Voilà, maintenant, tant qu'on se maintient sous les 4,40, 4,50,
on peut croire à ce redémarrage d'un cycle baissier, et c'est vraiment au niveau des 4,10, 4,30, toute cette zone-là, on rebrise ça, c'est la certitude de finir l'année ici. Moi ici, ce niveau-là, c'est le niveau que je vise pour la fin d'année. C'est ce qui permettrait de retrouver de nouveaux plus hauts sur les bonds. Donc, et je peux même en daily mettre le système Ichimoku, et vous voyez que il faut encore, là aussi, traverser le nuage. Donc, la messe n'est pas dite, mais il y a des éléments intéressants en faveur d'un creux majeur ici sur les bonds. Et on va prendre un exemple de bonds. Nous allons aller chercher le TLT, que j'ai mis ici dans ma section taux et indice. Le TLT, qui vraiment sert de benchmark. Et donc, moi, j'ai toujours ce scénario-là de fond que vous connaissez, que je vous propose depuis l'année dernière, avec ces superbes divergences haussières de long terme. Il y a eu cette impulsion, et donc, il y a eu cette impulsion. Ici, ça, c'est le scénario donc, que j'ai, et ça fait, c'est l'inverse de ce qu'on envisage, de ce que je vous propose sur les taux d'intérêt. Et donc, en données journalières, voilà, c'est vrai que c'était un peu flippant. Il y a eu toute cette phase de hausse que nous avons pris ensemble entre septembre et décembre 2023, et ce long retracement, alors classique, hein, d'une vague B, on retrouve le ratio de retracement 61,8, 78,6. À l'intérieur, on a 3 sous-vagues, une A, une B qui a pris la forme d'un triangle et une C. On a envie d'y croire, J'aimerais voir maintenant, moi, le dépassement de cette ligne de tendance. J'aimerais voir aussi la confirmation que le marché a bien repris sa moyenne mobile à 200 jours et 50 jours. Mais effectivement, il y a des éléments intéressants en faveur, donc, d'un point bas des bonds en Europe et aux États-Unis. Alors justement, maintenant, le marché action mondial fait un nouveau record historique. Effectivement, laissez-moi maintenant vous présenter quelque chose qui pourrait vous intéresser. Vous avez, avec les ETF, comme je l'ai expliqué, on peut faire beaucoup de choses. Et je vous montre ici l'ETF ACWI. C'est donc pour les actions mondiales. Eh bien, oui, les amis, suite à l'inflation US, breakout haussier, nouveau record historique des marchés actions mondiaux. Breakout dans le sens de la tendance, signal donc de continuation haussière. Signal de continuation haussière sans divergence. Et ça donc est très engageant. Ça est très engageant désormais donc pour les actions mondiales. Et c'est donc très engageant et ça va dans le sens de ce que moi je vous propose sur le contrat futur S&P 500 depuis donc un certain temps, à savoir que nous sommes donc dans une tendance haussière et que nous sommes dans la vague 3. Alors, j'avais un doute, en tout cas 2 hypothèses. Est-ce que la vague 3 était terminée ici et est-ce que nous avions commencé la grande 4 ou est-ce que nous étions simplement dans la petite sous-vague 4 de la grande 3 ? Eh bien, je pense que là, nous avons plutôt un scénario en faveur d'une vague 4 ici, qui est donc venue retracer d'ailleurs au passage, qui est venue retracer 50% de cette sous-vague 3, et que nous sommes désormais donc dans la sous-vague 5 de la grande 3, et que derrière, ensuite, il y aura une grande 4. Alors, pour certains, il est encore possible que nous soyons dans la 4, avec ici une A, une B et une C, ce qui ferait en fait, alors à ce moment-là, ce serait tellement long que je pense que ce serait plutôt une grande 4. Donc oui, il y a toujours beaucoup d'hypothèses. Mais moi je vous dirais que, rappelez-vous, hein, ce qui me permettait moi de trancher entre une petite sous-vague 4 ou une grande 4, c'était le nuage du système Ichimoku en journalier. Ici, vous aviez un croisement par le bas du nuage, donc c'était la grande 2. Mais là, il a tenu, on en est même ressorti par le haut. Donc je pense qu'en fait, c'est une petite 4 qui est finie, que le marché va d'abord aller terminer ici la 5 de la 3, et qu'ensuite, il proposera une grande 4. Voilà. En tout cas, donc, pour le S&P 500, c'est haussier tant qu'on tient la moyenne mobile à 50 jours. C'est haussier en système Ichimoku tant qu'on tient le nuage. Moyenne mobile, chartiste, nuage, Ichimoku, momentum. Et très important, n'oubliez pas, en analyse technique, de faire de la combinaison des facteurs techniques. Et maintenant, en guise de conclusion pour terminer, même stocks, même coins, même combat, la résurgence de 2021. Effectivement, alors vous l'avez noté, même stock, déjà, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que vous êtes seriez-vous capable de donner une définition d'un même stock, donc d'une action de type même sur le marché action, ou d'un même coin, c'est-à-dire d'une crypto-monnaie de type même ? Bon, ce sont des actifs financiers dont la valeur, dont la tendance boursière ne repose pas sur les fondamentaux. Ça repose sur essentiellement de la communication.
et en particulier sur l'utilisation des réseaux sociaux ou du marketing à grande échelle. Et derrière, il y a de l'offre et de la demande, mais ça s'appuie sur rien de tangible, hormis des créations humaines de type, parfois ça peut être un dessin, ça peut être des belles pages marketing, on trouve ça beau, ça fait croire qu'il y a une entreprise derrière, un truc solide avec plein de salariés, mais en fait il n'y a que dalle, et ça monte quand même. Même stocks, même coins. Alors, vous l'avez suivi la semaine dernière, un retour de la volatilité sur les principales meme stocks US. Alors parfois, ça peut être aussi des small caps dont la valeur fondamentale, c'est des vraies entreprises, mais dont la valeur fondamentale est complètement détruite. C'est-à-dire que elles font quasiment plus de chiffre d'affaires, plus de rentabilité, plus de bénéfices. C'est des entreprises du monde d'avant, mais elles fonctionnent encore un petit peu. Mais il n'y a quasiment plus rien, et donc ce sont des ultra small cap et dont les fondamentaux sont tellement faibles qu'on va quand même les mettre dans les mêmes stocks. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez un effet d'entraînement des mêmes stocks sur les mêmes coins du marché des crypto-monnaies. C'est ça que je voulais vous montrer en termes de conclusion. Donc, la semaine dernière, vous avez eu le retour des publications de Kate Gill, qui a dit Roaring Kitty sur Twitter, qui avait en 2021, qu'est-ce qu'il a fait ce beau monsieur? J'en sais rien, je m'en fiche. Il avait relancé, voilà, regardez, c'est ça qui s'était passé. Rappelez-vous 2021, l'envolée de GameStop, c'était de la chasse au stop des vendeurs. Et donc voilà, la semaine dernière, vous avez eu un retour, après quand même 2 ans, 3 ans depuis rien, un retour de la vol sur, en particulier les deux stars que sont AMC et GameStop, mais uniquement sur des tweets. Donc c'est pour ça que ce sont des mouvements de type meme stocks, parce que ça repose sur que dalle. Il faut quand même dire les choses. Et je vous mets ici donc quelques informations. Mais c'est pas anodin, puisque vous avez notamment ici une explosion du volume sur les puts et les calls sur l'action GameStop, qui rappelle ce qui s'était passé ici en 2021. Donc il y a quand même aussi même des institutionnels qui vont un peu se marrer, qui vont un peu s'amuser. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que quand ces mêmes stocks s'excitent, vous avez les mêmes coins. Alors, Bonk, on peut parler aussi de PP, voilà, on peut parler aussi de Floki, on peut parler du Dodge. Bon, le Dodge, c'est un peu différent maintenant, du SHIB. Bon, voilà, c'est vraiment une thématique. C'est une thématique qui pourrait être active, je dirais, dès lors que la désinflation se confirmerait, car si la désinflation se confirme, c'est qu'on va retrouver des taux d'intérêt plus cléments. Ne rêvez pas, nous retrouverons jamais, et j'insiste, il ne faut jamais dire jamais, mais je pense de cette décennie, nous ne retrouverons pas les taux d'intérêt que nous avons connus entre 2009 et 2020, mais probablement un entre-deux vers 2,5-3 pour la fin de la décennie, qui peut relancer l'intérêt pour ce même trading, mais qui repose essentiellement sur du vent. Mieux vaut faire partie des premiers acheteurs et aussi des premiers à sortir, parce que quand la bulle spéculative se dégonfle, ça fait bobo. Avez-vous passé un bon moment? Si oui, eh bien, un petit like, c'est très gentil. Vous pouvez aussi vous abonner, vous n'êtes pas très nombreux à le faire, c'est pas cool. Merci en tout cas de votre attention et passez un bon début de semaine. Salut.